Bon début d'année 2023 tout le monde, j'espère que votre temps des fêtes se passe bien en ce moment. Si vous avez pris des résolutions financières, je vous souhaite bon succès. Épisode spécial aujourd'hui, je fais pas la synthèse d'un livre pour deux raisons. La première, me donner un petit break pendant le temps des fêtes. Et la deuxième, c'est parce que les questions des personnes auditrices s'accumulent et je fournis plus juste avec les épisodes des abonnés. Je peux donc en passer un petit peu ici aujourd'hui et ça va vous montrer à quoi ressemblent les épisodes des abonnés dans lesquels je réponds habituellement à 4-6 questions des auditeurs. Comme vous le voyez, il n'y a pas de musique d'intro, il n'y aura pas de musique de conclusion, c'est juste moi qui vous jase sans aucun montage et sans flafla. Aujourd'hui, je prends des questions plus simples en rafale, donc on en fait 8. Mais dans les épisodes des abonnés, on creuse souvent un peu plus des sujets comme la pertinence des fonds FTQ, la méthode Norberg-Bit pour éviter les frais de conversion sur les plateformes de courtage et la comparaison, par exemple, des plateformes de courtage et des FNB. Si vous aimez le format d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour 3,99$ par mois. En plus de soutenir mon travail, vous allez avoir accès à un épisode supplémentaire comme celui-ci à chaque mois. Et vous allez avoir accès également à des documents, donc mes documents d'analyse des titres boursiers, un document vierge pour faire vos propres analyses et un guide d'accompagnement pour utiliser comme il faut ce merveilleux guide-là. Le prochain épisode des abonnés est justement ce jeudi, donc abonnez-vous si vous voulez y avoir accès. Et merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés du mois de décembre, donc Élie, Christopher, Chris et Julien. Vous avez déjà reçu les 3 documents. Ceux qui se seraient abonnés après le 20 décembre, vous allez les recevoir fin janvier et je vais vous nommer la prochaine fois. J'enregistre cet épisode-là le 20 décembre, donc c'était le seul moment que j'avais sans enfant d'ici le 8 janvier, donc il fallait que j'enregistre quelques épisodes en avance. Si vous êtes abonné avant le 20 décembre et que je vous ai pas nommé, écrivez-moi, c'est parce que vous avez probablement pas laissé votre courriel en vous abonnant et vous recevrez donc pas les documents, donc merci de m'écrire si vous souhaitez les recevoir ou être nommé sur le podcast. Sans plus tarder, on y va avec la première question qui provient d'Émilie qui m'écrit bon matin. Elle écoutait l'épisode 23 du podcast et elle avait un petit commentaire par rapport aux conseils que je donnais. C'était pas des conseils sur les comptes enregistrés qui sont sur les comptes qui sont avantageux fiscalement lorsque ceux-ci sont pleins. Elle disait que souvent on va considérer que lorsque le RE est maximisé pour les subventions gouvernementales, donc le 36 000$ maximum, elle dit que c'est fini. Mais en fait, c'est pas vrai, on peut cotiser jusqu'à 50 000$ par compte par régime études enregistrées qui est ouvert. Elle dit qu'il n'y a pas de subvention supplémentaire si on fait ça, mais au moins ça permet de faire fructifier de l'argent à l'abri de l'impôt, un petit bout, et de décaisser plus tard au taux d'imposition des enfants. Elle dit que je le savais probablement, mais c'est une nouvelle qui est pas assez répandue à son homme la vie. Je disais qu'elle avait 100% raison. Dans ce cas-là, de l'épisode 23, je parlais de François qui avait déjà rempli son régime épargne-études à 50 000$, donc moi, ça m'était sorti de la tête, mais ça aurait pu être une bonne occasion d'en parler, donc je disais que je notais son commentaire et que je le partageais aujourd'hui. Donc, sachez que ça peut être une option de cotiser jusqu'à 50 000$ dans un régime études enregistré. Faut nuancer par contre, à l'abri de l'impôt, c'est pas tout à fait vrai parce que l'argent que vous mettez dans un RE est déjà imposé. Donc, tout ce que vous faites, c'est que lorsque vous la retirez, vous retirez votre capital, le même montant. Donc, l'avantage, c'est vraiment que l'enfant va le retirer, lui, les rendements en fait qui vont être faits, l'enfant va retirer un taux d'imposition plus petit que si c'est vous qui retirez ces rendements-là, mais votre capital ne sera pas plus ou moins imposé dans le régime épargne-études enregistré. Deuxième question, la question de Robert. Il me disait, qu'est-ce que tu penses de l'or comme investissement, par exemple le FNB SPDR Gold Share? Donc, je disais que pour l'or, je donnais mon opinion, mais je suis pas vraiment un connaisseur. Donc, l'or, c'est semble-t-il une valeur refuge, mais à mes yeux, une valeur refuge qui fait pas de rendement, ça sert pas à grand-chose. Moi, vu que mon horizon est à long terme, j'ai pas peur de la volatilité de la bourse et j'investis donc à 100% dans des actions. Si j'étais plus proche de ma retraite, par exemple, à un 5 ans, j'ajouterais une partie de mon portefeuille en obligations ou en revenus fixes, mais pas dans l'or. C'est mon opinion personnelle. Je sais qu'il y a des portefeuilles réputés qui ont genre 10% d'or dans leur portefeuille, comme le All Season Portfolio. À toi de voir, Robert, si c'est quelque chose qui te convient selon ton profil d'investissement. Question numéro 3 de Sophie, elle m'écrit « Salut, c'est quoi ton nom? Pourquoi tu restes anonyme? C'est rien contre toi, mais j'ai de la misère à croire les gens qui me parlent de finances, mais qui se cachent. » Donc je disais que tu avais raison, Sophie. Si je te suggérais de gérer ton argent ou que je te vendais quelque chose, je serais d'accord avec toi à 100%. Là, tout ce que je fais en ce moment, c'est de synthétiser des informations de livres qui sont écrits par d'autres personnes et je donne mon opinion à travers tout ça. Donc je disais dans l'épisode 1 que le but c'est de vous présenter une diversité d'opinions, d'y joindre la mienne ensuite pour vous permettre de réfléchir ensuite à votre propre situation
et de vous positionner sur les meilleurs choix à faire dans votre contexte. Donc, je me sens pas coupable de rester anonyme pour donner de l'information qui est gratis. Sinon, pourquoi je m'identifie pas de façon officielle avec mon nom et tout ça? Ben, je le fais quand j'accompagne des gens de façon individuelle. Ils me voient la face, ils voient mon vrai nom, puis c'est bien correct. Mais il y a deux raisons encore pourquoi je préfère rester anonyme. Première raison, j'ai plus de 400 étudiants universitaires à chaque année que je rencontre. Suffit que l'un d'eux tombe sur un épisode pour que tout le monde connaisse ma réalité financière, mes actifs et tout ça. C'est plus tabou pour ma famille et mes amis, j'en parle tout le temps, tout le monde connaît mes chiffres, mais je suis pas encore prêt à le faire pour 400 étudiants chaque année. C'est beaucoup encore pour moi. Deuxième raison pourquoi je préfère rester anonyme encore, ben que je sois quand même quelqu'un qui prend sa place dans la vraie vie, dans les sports, les réunions, les parties, des fois je prends un peu trop de place. Je suis pas tout à fait à l'aise de m'exposer totalement sur une plateforme publique comme Spotify, Apple Podcasts et tout ça. C'est honnêtement la dernière chose qui me faisait hésiter avant de partir le podcast, c'est que les gens voient ma face, voient mon nom. Ça me gênait, donc j'ai décidé de faire le podcast, mais de demeurer anonyme. C'est mon choix et ça le demeure, pour l'instant du moins. Donc c'est une bonne question par contre Sophie, puis tu fais bien de te méfier quand il s'agit de finances des gens qui se cachent ou qui ont l'air peut-être tout croche. Je dis pas que j'ai l'air tout croche, mais bref, tu fais bien de te méfier. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben c'est qu'elle offre des FNB indiciels et la possibilité de payer à l'heure pour ses conseils, comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. On revient maintenant à l'épisode en cours. Question numéro 4 vient de Pierre-Olivier qui m'écrit qu'il sait que dans le podcast, je dis que time on the market beats timing the market, mais qu'il dit que ça fait juste descendre dernièrement puis ça serait peut-être mieux de prendre un CPG 1 an à 4,5% et se remettre sur le marché par la suite. Le problème, Pierre-Olivier, c'est justement ça, d'essayer de timer le marché comme tu me proposes de faire parce qu'on ne sait pas quand ça va arrêter de descendre puis que ça va remonter. Ce que je lui disais, c'est qu'il a dû entendre souvent que si tu manquais les 10 meilleures journées des 50 dernières années, tu aurais perdu plus de la moitié du rendement en bourse sur 50 ans à cause de 10 journées. L'objectif, c'est donc d'être constant à long terme et justement, Pierre-Olivier m'a écrit en mars 2023 et depuis ce temps-là, le marché boursier a monté. Donc, s'il avait pris un CPG 4,5%, il aurait peut-être perdu 15-20% de rendement depuis le mois de mars. Donc peut-être que les prochaines années vont être à chier en bourse, mais l'historique de la bourse montre que sur 20 ans, tu vas toujours être gagnant 100% du temps. Et je vais bientôt présenter des statistiques plus précises par rapport à ça. Bref, quand le marché baisse, continue d'acheter ton FNB en rabais à chaque mois et un jour, ça va remonter. Question numéro 5, c'était également Pierre-Olivier qui m'écrivait le Dollar Cost Averaging, le DCA. Est-ce que c'est encore la meilleure stratégie même lors d'un bear market, donc même lorsque le marché boursier descend? Donc, le dollar cost averaging, c'est quand tu mets le même montant à chaque mois. Donc, en fait, l'argent disponible à chaque mois, tu n'essaies pas d'acheter à un moment précis. Tu achètes toujours à intervalles réguliers, peu importe le prix du FNB que tu achètes. Alors que le lump sum investing, le lump sum, le LCI, c'est que tu vas rentrer des liquidités d'une façon plus ponctuelle sur le marché boursier. Donc, tu vas accumuler de l'argent et tu vas dire, hop, là, c'est un bon moment pour mettre mon argent, comme moi je fais par exemple en début janvier avec le régime épargne-études enregistré de mes filles. Je le mets en un coup, en une seule fois, au lieu de mettre un montant plus régulier, de diviser le 10 000 par exemple du régime épargne-études pour mes filles, au lieu de diviser en 12 puis mettre le même montant chaque mois comme je fais dans mon CELI. Ce compte-là, je le remplis tout de suite début janvier pour profiter des subventions gouvernementales plus longtemps. Donc c'est pas mal ça que je répondais à Pierre-Olivier. Je disais que je connaissais déjà ces deux méthodes-là et que je les mobilisais, comme je viens de vous dire, dans mon CELI pour le DCA ou mon REER également parfois, et plus du lump sum pour le régime épargne-études enregistré de mes filles. Et quand j'ai un montant, si par exemple, demain, j'ai un 5 000 $ qui rentre, par exemple, un retour d'impôt
en 2024, en avril, mai, là, ben ce montant-là, je vais toujours l'investir d'un coup. Donc, j'attends pas avant d'investir les liquidités que j'ai dans mon compte. Donc, je n'essaie pas de rentrer à un bon moment, juste de rentrer quand j'ai de l'argent. Bien sûr, avec des gros montants, par exemple 100 000, 150 000, si vous héritez, vous retirez vos billes d'un fonds commun, je sais pas trop, on peut hésiter un peu plus. Donc, logiquement, on devrait mettre l'argent one shot parce que les statistiques historiques montrent que si c'est pour le long terme, ça va monter. Mais si tu dors mieux en divisant ce montant-là par 12, par exemple, pour faire tes paiements sur un an, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Mais moi, je mettrais toujours le montant en une fois, à moins d'un contexte exceptionnel. Question numéro 6, c'est Denis. Il dit bonjour, j'écoute votre podcast avec grand intérêt depuis 2-3 semaines. Il dit depuis 3-4 mois, il est justement en phase de questionnement sur les frais de gestion et il tente de se renseigner un peu plus, puis il est tombé sur mon podcast. Donc, il a 44 ans, avec un équilibre qui lui convient entre l'épargne et le plaisir. Donc, il avait lu le Barbier riche à 18 ans de se payer en premier, ce qui va lui permettre, il dit, de prendre 6 mois sabbatiques bientôt avec sa conjointe pour faire le tour des États-Unis. Il dit par contre, il n'est jamais trop tard pour s'améliorer et il espère pouvoir augmenter son actif net. Il dit qu'il a écouté l'épisode 9 et il a décidé de faire le saut pour gérer lui-même ses finances maintenant. Il me demandait, y a-t-il un épisode qui traite des étapes pour ouvrir un compte de courtage? Est-ce que c'est Disney le meilleur? Est-ce qu'il existe d'autres types de plateformes? Il me demandait s'il y avait un épisode de me le référer, sinon qu'il allait faire ses recherches. Ce que j'ai répondu à Denis, j'ai remercié pour ses bons mots, puis je l'ai félicité surtout pour ses bonnes habitudes financières depuis qu'il a 18 ans. On voit que ça permet de se gâter plus tard dans sa vie. Pour l'ouverture du compte, je lui disais que ça dépendait avec qui il était, mais c'est habituellement assez simple. Donc, j'y envoyais un document PDF que j'envoie aux personnes que j'accompagne pour s'ouvrir un compte sur Disney. Donc, je les prends par la main et je leur montre les 17 étapes pour que tout soit fait facilement. Donc, ça se fait en 30 minutes. Et en gros, il faut remplir les formulaires demandés pour ouvrir le compte, CELI, REER ou autre, et remplir les formulaires qui sont demandés s'il y a des transferts à faire. Donc, ça va être de l'argent transféré d'une autre institution ou d'un autre compte de courtage ou d'un fonds commun de placement, vous avez certains formulaires supplémentaires à remplir et c'est pas lourd du tout non plus. Donc, après avoir suivi le document PDF, c'est tout. Ton argent est là d'habitude dans quelques jours ou quelques semaines dans ton nouveau compte de courtage. Puis ensuite, tu dois planifier ta stratégie d'investissement. Est-ce que tu veux des FNB? Ça va être quoi tes répartitions, actions, obligations, sectorielles, géographiques? Et acheter le tout en quelques clics à chaque mois, à chaque 3 mois ou à chaque semaine. J'y disais qu'il pouvait remplir un autre formulaire pour automatiser les virements de son compte bancaire vers son compte de courtage, mais j'ai appris récemment qu'on pouvait également suraccéder, par exemple, faire payer une facture et la facture qu'on va payer, par exemple, à chaque mois, on peut la faire au nom du compte de courtage dans lequel on veut transférer l'argent. Donc, ça simplifie un peu. Au lieu de remplir un formulaire de virement automatique, tu fais seulement payer la facture et c'est plus facile ensuite de gérer tout ça sur ton accédé. C'est beaucoup plus précis tout ce que je dis là quand j'accompagne parce que je le fais avec les personnes que j'accompagne à l'écran. Mais à part remplir les formulaires en ligne, c'est pas super complexe. Ça prend peut-être 1 heure remplir les formulaires pour sauver des milliers de dollars dans ta vie. Ça devient assez payant de l'heure. Donc, bonne création de compte, Denis, et merci d'écouter le podcast. Question numéro 7 de Christine. Elle dit bonjour, j'adore votre podcast et la simplicité de vulgarisation. Elle aurait une question pour le segment du début, donc où on pose des questions justement, mais depuis que Christine m'a écrit la section questions est maintenant rendue pour les abonnés spécifiquement. Donc, elle dit comment sait-on si on met suffisamment d'argent de côté en vue de la retraite? Bien qu'il existe plusieurs sites de référence, il est difficile d'en faire ressortir une règle du pouce. Merci pour ta réponse et bonne journée. Donc, je disais salut Christine, merci pour ta question. Il n'y a pas de stress, je nomme jamais le nom de famille des personnes. Donc, la règle habituelle pour la retraite, c'est celle du 4%. Donc, tu devrais multiplier tes dépenses annuelles par 25 pour voir le montant que tu aurais besoin pour la retraite. Donc, attention de calculer les dépenses à la retraite et non vos dépenses actuelles. Donc, si les enfants sont plus à la maison ou que la maison est payée, ça fait moins de dépenses habituellement. J'ai toutefois résumé une vidéo YouTube de Ben Félix à l'épisode 39 et j'en parle beaucoup parce que les questions justement sur la retraite, j'en reçois beaucoup par Gmail et par Messenger. Et cet épisode-là, 39, parlait d'une règle du 2,7% jusqu'à 3,7%, là, mettons, qui serait plus safe. Donc, si tu as 40 000 de dépenses annuelles à ta retraite estimée et que tu veux prendre ta retraite justement à un âge visé, selon la règle du 4%, tu aurais besoin de 1 million pour prendre ta retraite, donc 40 000 fois 25. Et selon la règle du 2,7%, tu aurais besoin d'environ 1,5 million pour prendre ta retraite, soit 40 000 fois 37. Donc, pour prendre une retraite plus vite, soit on diminue nos dépenses à la retraite, soit on investit plus en prévision de celle-ci. Donc, notamment en diminuant nos dépenses tout de suite pour investir davantage.
Attention, dans le montant total, il faut calculer la part de la RRQ et de la pension de vieillesse. Donc, tu peux diminuer ce montant-là de tes dépenses annuelles, ce qui va diminuer le total nécessaire pour ta retraite. C'est difficile de prévoir par message que je disais le montant qu'elle allait avoir parce que ça dépendait des contributions qu'elle avait faites pour la RRQ et quand elle allait les prendre rendues à sa retraite. Donc, au lieu du 40 000, par exemple, si on enlève les deux sources de revenus, donc j'ai estimé à peu près là, entre 7 500 et 20 000, mais j'ai mis 15 000 pour l'exemple. Elle aurait plutôt 25 000 de dépenses et non plus 40 000 si on intègre la RRQ et la pension de vieillesse dans le calcul. Donc, avec la règle du 4%, elle aurait besoin de 625 000 et celle du 2,7%, 925 000 Rendu là, j'ai dit, est-ce qu'on prend 2.7, 4 ou 3.7, comme j'en ai discuté dans l'épisode 39 avec Ben Félix, ben peut-être voir un professionnel pour ça. S'il y a bien un moment où je pense qu'un planificateur financier est essentiel, c'est avant la retraite et peut-être aussi au début de votre investissement autonome pour faire un plan sur 35 ans et à la fin, avant la retraite, pour voir si les calculs et les stratégies de retraite fonctionnent bien. Donc je dis voilà, bonne journée Christine. Dernière question, elle provient de Kevin qui me disait quelle application tu utilises pour suivre tes placements. Je disais que j'utilise quelques outils, notamment Yahoo Finance. Donc Yahoo Finance me permet de faire différentes listes. Donc j'ai une liste de surveillance, une watch list. Bon, c'est la même chose, c'est juste qu'en anglais pas en français, mais bref, j'ai ma liste d'investissement où j'ai mes titres dans lesquels je suis investi, donc je peux les suivre un peu à chaque jour, même si je ne regarde pas ça à chaque jour. J'ai une liste de surveillance, donc les 23-24 titres que je vous présente en premier sur Facebook les jeudis, donc les titres que je regarde si le prix est intéressant, je vais acheter. J'ai une liste de titres potentiels sur Yahoo Finance que c'est des titres qui ont un bon score, mais qui se sont pas placés dans mon top 20 ou top 25, donc je les garde quand même à l'œil. Et j'ai une liste de titres à analyser, donc j'accumule les titres-là et quand j'arrive à une des 2 fois dans l'année où j'analyse des titres, mais souvent j'ai une quinzaine ou une vingtaine de titres-là que j'ai mobilisés au cours de l'année avec des amis qui m'en ont parlé ou des articles que j'ai lus. Donc Yahoo Finance me permet pas de regarder mes rendements sur mon portefeuille, mais je peux suivre facilement les différents titres qui m'intéressent et notamment également lire les earnings calls. Donc lorsque les entreprises déclarent leurs profits trimestriels, ben ça me permet sur Yahoo Finance d'aller lire ces articles-là pour les 3, 4, 5 compagnies dans lesquelles je suis investi de façon plus individuelle. Ensuite, j'utilise un portfolio tracker pour mes rendements. Donc, je vous le nomme là, il s'appelle The Measure of a Plan, donc la mesure d'un plan. C'est gratuit avec une contribution volontaire en ligne. C'est un portfolio ici, je l'expérimente. Donc, aux 3 mois, je rentre toutes les transactions que j'ai faites et ça me permet vraiment de découper les rendements avec les périodes de temps. Donc, je peux calculer, exemple, entre le 17 décembre et le 23 décembre pour tel compte, pour telle action, pour tous mes comptes. Donc, c'est beaucoup plus précis que ce que Disney me permet de faire. Mais c'est du travail aux 3 mois. Il faut que je rentre, mettons, une douzaine de transactions que j'ai faites dans le mois. Je le fais plus par plaisir que par nécessité. C'est vraiment pas essentiel pour moi. C'est vraiment pour suivre les rendements de dividendes. Ça me propose des rééquilibrations, et etc. Donc, c'est un outil vraiment merveilleux, mais qui est pas essentiel. Troisième outil, c'est Disney. Donc, juste avec Disney et Yahoo Finance, on est correct, pas mal. Donc, Disney, c'est l'outil pour suivre les rendements, la répartition du portefeuille, l'analyse des titres. Donc, Morningstar propose des outils d'analyse sur le site de Disney que j'utilise pas, mais sont quand même là si vous souhaitez les utiliser. Et enfin, le fichier Excel. Donc, c'est tous des fichiers développés par moi. J'ai un fichier Excel pour analyser les compagnies que je vous partage avec les abonnés notamment. Mais sinon, j'ai des fichiers Excel pour faire les suivis aussi. En fait, j'en ai 3. J'ai un fichier pour tous les transferts que je fais chaque mois, moi, ma blonde et mes filles, pour s'assurer qu'on respecte les cotisations maximales et voir chaque année comment sont réparties les contributions. Donc, j'ai un fichier pour moi, ma blonde et mes filles. Et chaque fois qu'il y a une cotisation, donc à chaque fin de mois, je rentre juste les montants qu'on a cotisés pour m'assurer, exemple, que je dépasse pas les CELI à chaque année, je dépasse pas les maximums pour le REER. Donc, c'est vraiment juste un outil, ça prend 15 secondes par mois, je fais juste rentrer les chiffres. Deuxième outil de suivi, c'est vraiment un outil de répartition des différents comptes selon le prix actuel des actions et le prix d'achat. Donc, dans ces fichiers Excel-là, je les ai construits à la main. Automatiquement, tous mes placements, mes actions s'ajustent selon le prix actuel et selon le prix que j'ai payé. Ça permet de voir, est-ce que mes FNB passifs, ça représente 70% de mon portefeuille ou je suis rendu à 67%? C'est quoi mes rendements? Donc, en combinaison avec Disney, là, c'est bien, mais ça serait pas essentiel ce type de fichier-là. C'est juste encore une fois moi pour me gâter. Et le dernier, c'est le fichier pour faire mes bilans que je vous partage sur le podcast. Donc, en gros, si quelqu'un a juste des FNB passifs indiciels, pour moi, juste avoir Disney, c'est bien correct, ou une autre plateforme de courtage.
Et vous devez vous assurer également de respecter les cotisations maximales. Donc, une plateforme comme Disney va vous permettre de voir votre rendement, mais vous devez peut-être avoir un petit fichier Excel pour vous assurer que vous ne dépassez pas vos cotisations maximales pour les différents comptes enregistrés. Quelqu'un qui sélectionne des actions individuelles, je suggère aussi Yahoo Finance pour faire le suivi de ses actions. Le reste, tout ce qui est portfolio tracker ou mes fichiers Excel, c'est juste parce que je suis craqué, c'est vraiment pas essentiel. Donc, si je devais répondre à Kevin, c'est quoi les applications que j'utilise pour suivre mes placements, je dirais Yahoo Finance et Disney. Le reste, c'est du luxe qui prend du temps et qui n'est pas essentiel. Donc, 8 questions en rafale aujourd'hui, mais il en reste encore une quarantaine et ça continue de rentrer. Donc, je vais refaire ça un jour si vous appréciez. Et si j'ai le temps de le faire en 2 livres, ça me donne un petit congé aussi de lecture. Merci d'avoir été là pour ce premier épisode un peu plus court de début d'année, probablement une vingtaine de minutes. Comme je l'ai dit au début, ce jeudi, il n'y a pas d'analyse de titre en bourse parce que c'est le 8e épisode des abonnés justement. On va parler de 4 sujets. Comment comparer des FNB? C'est quoi les étapes pour faire un premier investissement autonome? Je me chicane aussi avec un membre de ma famille par rapport au régime épargne-études enregistré, une chicane amicale bien sûr. Et enfin, je me questionne comment fonctionnent les rendements composés, mais avec les actions. Sinon, la semaine prochaine, je présente les rendements de l'année 2023 pour les différentes stratégies que j'ai expérimentées en 2023. Ça va être super intéressant. Lesquelles auront été les plus efficaces? Et est-ce que les rendements auront été aussi incroyables qu'en 2022? On s'en jase bientôt. Bye bye, bonne fin de journée.